C'était une première réflexion autour de cette histoire du pacte qui, pour moi, si on veut comprendre quelque chose au pacte et à la trahison dans le cadre de l'épique, il faut essayer d'appréhender, en fait, la tension qui existe entre le moi collectif et le moi intime, entre le traumatisme et la société faite valeur. Je pense que vraiment, entre le politique et le mythologique, je pense que c'est dans cette tension-là, en fait, qu'il faut aller chercher. Alors, je vais mettre de côté cette première partie, attaquer la deuxième et essayer d'aller dans une autre direction du pacte. Ça veut dire que dans ma première appréhension du pacte, si j'avais à le définir, je dirais que c'est un événement instituant. C'est un événement qui crée du juridique. C'est la naissance du moi collectif par l'intermédiaire d'une décision de l'intime de régler un traumatisme, de parvenir au règlement du traumatisme, ce qui est impossible dans la réalité au passage, et de parvenir à régler le traumatisme et par ce règlement, à instituer un nouveau monde sur le modèle du jugement. Voilà. Pour moi, si j'avais à définir le pacte dans le cadre épique, c'est comme ça que je le définirais. Ah, c'est une bonne remarque, ça, effectivement. Il y a quelque chose de l'ordre du trauma transgénérationnel de la guerre. Ça, c'est une excellente remarque. Et il faudrait revenir, et ça serait une autre approche, cette fois-ci sans partir du héros, mais en partant de ce qu'est la violence, en fait. Et ça serait... Bon, de toute façon, il y a plusieurs approches. Hein. C'est juste que si on décide de considérer la trahison et l'alliance comme angle d'ouverture dans l'épique, alors je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut penser la tension entre le moi collectif et le moi intime. Et je pense qu'il y a quelque chose de très chrétien là-dedans, d'assez peu japonais en fait. Entre nous, je trouve que c'est plus malin de passer par là que de passer par Campbell. Hein. Si on veut comprendre quoi que ce soit à ce qui se passe dans l'épique. Mais ça serait un autre sujet. Et, j'espère avoir l'occasion de rentrer un petit peu plus dans ces détails-là une autre fois. Je vais attaquer ma deuxième partie. L'alliance, c'est pas seulement un événement originel qui institue du juridique. Ça, c'est une première façon de rentrer dedans, avec une trahison qui serait une rupture de ce juridique-là. Ça, ce serait une première approche. Il y a une autre façon de penser l'alliance. Une autre façon de penser le pacte. Et là, à ce niveau-là, pour penser le pacte et pour penser l'alliance, il faut être peut-être un petit peu plus sociologue et sans doute faire un petit détour par le Japon. Le devoir et la dette. Le devoir et la dette. La chaîne du devoir et de la dette. La chaîne du cadeau. Gimu. Le sens est très large de gimu en japonais. C'est le devoir qui incombe à tout être humain en tant que tel. Respecter des valeurs morales comme l'honnêteté, élever ses enfants, assister une personne en danger, etc. Devoir envers soi-même, devoir envers des entités comme la patrie, etc. Et il y a un deuxième terme, c'est geri. Et geri est beaucoup plus spécifique. Il s'agit du devoir particulier envers telle personne concrète. Devoir fondé sur des relations personnelles, chargé de significations complexes, comme nous avons tenté, etc. Le mot pourra correspondre aux notions de dette morale, de dette de reconnaissance, de dette d'honneur, etc., etc. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse, cette tension entre le gimu et le geri et l'expression de l'obligation? J'essaie de vous donner un exemple simple pour essayer d'y comprendre quelque chose. Et essayer de comprendre aussi que chez les Japonais, il y a... c'est vachement intéressant ce que tu dis là. Je suis passé dans autre chose et tout, etc. Mais oui, effectivement, il faudrait rentrer dans la philo médiévale et il faudrait... on aurait tort, et là il faudrait faire l'histoire du lyrisme pour ça, on aurait tort de considérer la littérature médiévale comme étant une littérature abstraite, allégorique, et qui serait pas capable de prendre en compte une certaine sensibilité. Et ça, il faudrait rentrer dedans. C'est pour ça que je tiens à cette tension entre les deux. J'aurais pas du tout dit ça de l'épopée grecque. Mais bon, je passe à la suite. Sinon, je pourrais y passer des heures. Et j'aimerais bien quand même aller de l'autre côté. Le geri. Le geri, la chaîne, donc le pacte, comme étant sans arrêt renouvelé dans le cadre d'une chaîne sociale marquée par le don et contre-don. Comment l'expliquer Comment expliquer ce que c'est un geri? Ce qui est important dans le geri, et là, pour moi, c'est toute l'œuvre des Clampes. Pour moi, toute l'œuvre des Clampes, elle est présente dans cette notion de geri. Et notamment
les deux ensembles qui sont d'un côté Tokyo Babylon et X, et de l'autre côté l'ensemble formé par XXXholic et TRC. Tsubasa Reservoir Chronicle. Et pour moi, on a une réflexion assez générale de Clamp sur la chaîne de relations, sur le guéri, sur le don et contre-don. Et au passage, vous aurez remarqué, ce qui est pour moi le plus grand récit épique de la littérature, de la culture pop moderne, plus encore que Flashpoint de DC, que j'aime beaucoup, plus encore que Naruto, plus encore que Kashiksage, qui pour moi est pas si épique que ça. Pour moi, la plus grande œuvre épique, c'est X de Clamp. Donc, si un jour... ouais, et aussi dans RG Veda, t'as raison, qui fait partie aussi de cette premier ensemble-là. Mais vraiment, pour ceux qui voudraient se lancer dans une aventure, et vous laissez pas intimider par le fait que ce soit pas fini, on s'en fout que ce soit pas fini, allez lire X de Clamp et allez lire TB, Tokyo Babylon, juste avant, pour rentrer dans les problématiques de Subaru. Pour moi, il y a quelque chose d'essentiel qui se dit sur ce que c'est qu'une alliance, et ce que c'est qu'un pacte, et ce que c'est que le don et contre-don au Japon. Voilà. Je vais essayer de rentrer un petit peu dans ces détails-là. Quand vous faites un cadeau au Japon, moi j'ai une petite fille de 8 ans par exemple. Ma petite fille, elle fait des soirées pyjama chez ses copines. En Occident, aussi la relation qui se noue entre moi et mon ex-femme d'un côté et les parents qui vont recevoir notre petite fille de l'autre existe et se marque. On aurait tort de croire qu'on a une société qui ne ritualise pas un certain nombre d'événements d'alliance lançant des chaînes de dons et contre-dons. Mais c'est vrai qu'on le fait de façon un petit peu plus discrète qu'au Japon. Au Japon, on fait un cadeau. Et ce cadeau-là, il est régi par la règle de la dette, d'une part, et de la proportionnalité, d'autre part. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais faire un cadeau. Si je fais un cadeau correspondant de façon conventionnelle au service qui m'a été rendu, il faut vous imaginer ce qu'il faut comme système de codage conventionnel des services pour pouvoir arriver à la compréhension d'une égalité de la part de chacune des familles. Je fais un cadeau, je solde ma relation avec autrui. Je solde ma relation. Je bloque la chaîne de dette et de dons et contre-dons. Je décide d'interrompre cette chaîne-là. Je solde. Si jamais je fais un cadeau qui est inférieur à l'espèce de service qui m'a été rendu, alors j'affirme auprès de l'autre couple que je reste en dette de lui. Sous-entendu, je vais réinviter votre petite fille un soir chez moi pour qu'elle vive une soirée pyjama avec Romain. Je décide donc de laisser ouvert la chaîne de dons et contre-dons. Et là, le cadeau marque une espèce d'alliance qui est en fait une espèce de système en déséquilibre permanent qui assure son caractère dynamique dans le... oh, c'est gentil ça. Si vous pouvez tous pioncer, n'hésitez pas, ça me fait plaisir quoi. Mais je vais couper mon truc, je vais le faire en plusieurs fois. Quoi. Mais qui, d'une certaine façon, assure le dynamique d'une chaîne de dons et contre-dons. Ok ? C'est-à-dire que on a... vous me perturbez, j'ai perdu mon fil. Alors, comment dire, j'insulte la famille si jamais je leur donne un cadeau qui est supérieur au service qui a été rendu. Parce que non seulement je solde, mais en plus je les mets en dette. Alors que dans la convention sociale, c'est à moi à me mettre en dette. Cette convention sociale-là sera assurée par un jeu de sanctions sociales, qui peut être le regard de mes voisins, etc., etc. Bref, le pacte, l'alliance, l'union est marqué par un cadeau qui lance une chaîne dynamique de dons et contre-dons. Ok ? Vous avez à peu près le truc ? Et donc, penser le pacte, c'est pas le penser à l'occidental comme étant un événement instituant, mais comme étant une dynamique, une dialectique de dons et contre-dons. Et là, vous avez XXXholic.
Pourquoi XXXolic? Alors, je suis désolé, j'avais prévu de vous montrer des extraits d'XXXolic, mais c'est quoi la sorcière des dimensions? C'est quoi Yuko, qui au passage est le plus grand personnage qui a été inventé par la culture populaire au XXe et XXIe siècle? Voilà, c'est dit. C'est qui et c'est quoi Yuko? Yuko, c'est un mécanisme de régulation des relations. Et donc, c'est un passage entre les mondes. C'est un carrefour, c'est une porte. C'est quelqu'un qu'on va voir si on en a besoin. En avoir besoin, c'est avoir le pouvoir de distinguer derrière une palissade quelconque à l'intérieur de Tokyo une petite maison traditionnelle japonaise dans laquelle vous pouvez entrer, être accueilli par des jumeaux mystérieux et voir une belle sorcière toute d'élégance parée vous expliquer que elle peut régler tous vos problèmes, mais qu'il y a un prix à payer. Mais qu'il y a un prix à payer. Et donc il vaut peut-être mieux pas lui demander. Et l'intégralité en fait d'XXXolic sera construite sur un certain nombre de chaînes qu'on interrompt pour protéger les individus parce que le prix à payer serait trop fort, ou qu'on lance pour lier les différents individus dans cette espèce de dynamique de don et contre-don, qui va aboutir au lien entre Tsubasa Reservoir Chronicle, dans lequel vous avez une Sakura refantasmée par Clamp d'un côté, et de l'autre côté un Watanuki inventé, mais je ne vais pas vous dire qui est Watanuki. Disons juste que Watanuki en japonais ça veut dire né le 1er avril, et qui va se retrouver en tension avec le personnage initial. Et ce jeu de miroir des personnages qui aboutirait à une identité qui solderait toute dynamique doit sans arrêt être nourri par des jeux de déséquilibre, quoi. Il faut qu'il y en ait un qui partage l'œil de l'autre. Il faut qu'il y ait des toiles d'araignée autour de cet œil-là. Il faut qu'il y ait une chaîne ininterrompue. Il faut que Watanuki soit toujours redevable à tout le monde dans cette série. Effectivement. Parce que quand ça s'arrête, ça s'arrête. Et c'est le néant. Et c'est le rien. Et comme dans Mushishi, Clamp travaille sur une dialectique du quelque chose et du rien. Voilà. Bon, je peux pas aller beaucoup plus loin. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait avoir un vrai échange autour du travail de Clamp et autour de la place de l'apocalypse et du don contre don chez Clamp. Mais je peux pas ce soir parce que ça m'amènerait à déflorer l'œuvre pour ceux qui l'auraient pas lu. Et ce soir, c'est pas du tout le but. Je continue donc. L'interaction, le pacte, une chaîne d'échange et de relations. C'est comme ça que ça marche. Et cette chaîne-là, elle va être marquée par ce que Goffman appelle un rite de la face. Un rite de la face. Et cette fois-ci, je voudrais rentrer dans cette logique-là et essayer de comprendre ben ouais, si je parle de ça. Ah, non, j'ai pas parlé de X. Ah ouais, mais je l'ai dit au début, non, pour moi, X, c'est une merveille absolue. Sauf que X, c'est pas sur le... X, c'est différent, en fait. X, c'est ceux qui sont intéressés par les problématiques liées à l'apocalypse, qui sont développées par Isayama en ce moment dans SNK. Vraiment, faites-vous une petite pause et allez lire X de Clamp. Parce que je pense que vous aurez, ça vous permettra de poser la problématique de l'apocalypse telle qu'elle existe au Japon, non plus sur la thématique de la culpabilité, du génocide ou de je sais pas quoi, mais sur ce que c'est que le basculement en fait, quoi. X de Clamp en 2-2, c'est à la Fate Stay Night une apocalypse qui arrive et un certain nombre de rôles qui sont décidés et qui vont être endossés et des personnages qui vont apparaître et qui, pour certains d'entre eux, vont être des énigmes pour le lecteur, c'est-à-dire vont-ils
être des sceaux, alors je ne me rappelle plus, c'est des sceaux et des anges, je crois. Vont-ils être des sceaux et donc être au service de la terre dans la destruction des hommes pour le déluge, ou des anges et donc sauver la terre, sauver les hommes et vaincre dans cette bataille de l'Apocalypse. Et vous allez avoir cette tension en fait dans cette bataille du bout du monde entre des individus qui vont se retrouver des miroirs l'un de l'autre dans une dialectique du basculement très très complexe. Et notamment avec, pour les personnages principaux, si tu choisis un côté, moi je choisis l'autre côté. Mais je peux pas aller plus loin, parce que là, ça va trop déflorer. J'ai pas lu le VN, j'ai vu juste les dessins animés. J'ai jamais affronté les VN et j'espère le faire bientôt, quoi. C'est dans les papiers. Et pour les animés, j'ai tellement entendu du mal d'une partie de la production que je me suis découragé après Zéro, que j'ai adoré. Je suis un grand fan de Zéro, j'adore Zéro. Voilà, quoi. Mais du coup, je me suis arrêté. C'est con parce que j'aimerais bien voir le film qui a l'air assez merveilleux, quoi. Donc il faudrait que j'y aille. Oui, la dualité des deux Kamui. Mais voilà, je pense que c'est pas le... Je suis désolé, hein, c'est le problème de ce type de live, en fait, où j'ai décidé, en fait, d'essayer d'installer, en fait, une proposition philosophique. Qu'est-ce que le pacte ? Qu'est-ce que la trahison ? Et de m'appuyer sur une série d'œuvres pour construire ma démarche. Mais du coup, effectivement, c'est sans doute un petit peu frustrant parce que je vais pas affronter les œuvres jusqu'au bout parce que je voulais pas les déflorer. Voilà, c'est le défaut de ce type de live-là. Maintenant, en revanche, j'en ferai je ferai d'autres lives où cette fois-ci, j'irai parler d'œuvres, quoi. Ok, continuons. Oui, vous avez raison tous. Et je sais que le Limited Blade, il doit être excellent et tout, quoi. Mais vu que j'ai pas voulu me cogner les trucs de merde qu'il y avait avant, je me suis découragé, quoi. Mais il faudrait, hein. Il faudrait que je me cogne tout, quoi. Non, je suis très très fan de l'univers de FSN, quoi. Et je pense que c'est un univers qui discute bien avec celui de Clamp, hein, et qu'il faut travailler sur ça. Et je pense, et j'espère à ce niveau-là qu'au lieu de se prendre la tête sur savoir si Sayama est nationaliste ou pas, ben ouais, du coup. Ah ouais. Ouais, bah justement, là j'ai décidé, je l'ai dit sans spoil, donc je pense pas avoir spoilé quoi que ce soit dans tout ce que j'ai dit depuis le début, hein. Vraiment, vraiment. Allez-y, hein, sur chacune de ces œuvres-là. Donc effectivement, j'espère que la pensée de l'Apocalypse qui est proposée par la merveille qui est SNK va amener aussi chacun en fait à aller affronter X, aller affronter Fate Stay Night, et aller comprendre en fait, et aussi aller lire la Bible, aller lire Saint Jean de Patmos, aller lire T.E. Lawrence, et aller fouiller un petit peu cette problématique de l'Apocalypse qui me paraît de plus en plus au cœur d'une certaine modernité. Et notamment le passage de l'univers juif qui est de l'ordre de ce qu'on prévoit d'un bond dans le futur à l'univers de l'Apocalypse qui est celui de la vision, du tableau, du présent et peut-être du délire aussi. Voilà, bon, à réfléchir sur tout ça. Je continue sur ma proposition. Je pense que vous avez bien compris l'histoire du Guéri. Donc finalement le pacte et l'alliance comme n'étant pas un événement originel instituant, mais comme étant une chaîne de dons et contre-dons, de dettes et de remboursement de dettes progressifs qui assurent le dynamisme d'une vie en société. La vie en société. Comment ça se fait ? Bah non, il y a. Vous avez pas à l'écran, vous avez pas collatéral ? Normalement, vous avez collatéral à l'écran. Et je vais vous montrer un extrait de collatéral et je voudrais partir sur cet événement-là et sur ce film-là pour qu'on comprenne quelque chose
au réinvestissement de la figure faustienne et du pacte faustien aujourd'hui. Collatéral qui, pour moi, comme pour Badak, est une des grandes œuvres de ces 30 dernières années, quoi. Donc voilà, je voudrais vous initier au rituel de la face, et je voudrais qu'on comprenne le rituel de la face tel que Goffman le définit dans son lien avec une certaine philosophie japonaise. Collatéral. Un chauffeur de taxi, donc pareil, hein, je pense pas que je vous déflore quoi que ce soit, c'est le tout début du film, hein, n'hésitez pas à aller le voir, il n'y a pas de souci, quoi. Donc un chauffeur de taxi qui vient de façon assez délicate et habile de draguer cette jeune femme en fait et de réussir à pécho son 06, quoi. Donc ça c'est... Ouais, ça bug un peu, ouais. Je note hein, tout ce que tu dis, hein, Kamen Rider, là. C'est mortel, quoi. Ouais, ça lag. Bah, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire, quoi. On va juste espérer que ça lag pas trop, et puis sinon, bah, tant pis, on va zapper le truc, quoi. Ouais, si ça lag vraiment trop, j'arrête. Hein. Voilà, Tom Cruise qui débarque. Un jour, j'aurai du bon matos, quoi. Les deux se croisent, ça c'est très important. Et là, c'est intéressant, c'est que Michael Mann s'amuse à nous montrer que il n'y a pas de destin, quoi. Il n'y a pas de. Ça aurait pu être un autre. Il a failli passer dans un autre taxi. Il a été rappelé au dernier moment. Et c'est le fait que notre taximan ait croisé cette demoiselle et qu'il soit un peu étourdi, qui ont fait qu'il a failli rater le client. Client qui, sans doute, a un rapport particulier avec ce qui va faire sa vie ces prochaines heures. Bon, ça lag trop, hein, je vais le laisser, quoi. Je peux le laisser en fond. Et là, c'est passionnant. Question intime. On évite. On passe à côté. Qu'est-ce qu'il nous dit Goffman ? Goffman, c'est un sociologue américain qui est le père de ce qu'on appellera l'interactionnisme. Ça veut dire que ce qui intéresse Goffman, c'est de considérer les relations entre les individus comme étant des micro-interactions qui sont ritualisées et qui sont marquées par des attendus de la part d'un côté et de l'autre. Et du coup, chaque relation entre individus, chaque discussion, chaque contact dans la rue, chaque poignée de main est quelque chose de l'ordre de l'alliance réinstaurée, réinstituée. Quelque chose de l'ordre d'une espèce de pacte encadré socialement. L'interaction est présentée comme un lieu semblable à une scène de théâtre, scène sur laquelle se jouent entre autres des drames. Les participants, je vais le faire un petit peu tourner, c'est pas grave, je vais enlever le son, quoi. Pour l'instant, mais n'hésitez pas, ça vous fait un petit peu.
Les participants à l'interaction se définissent alors comme des acteurs, véhiculent une image d'eux-mêmes, leur face, et tentent de la valoriser à travers leurs actes. Et là, vous avez deux faces. Vous avez une face sociale, qu'on cherche à valoriser, qu'on met en avant, qu'on sauve, et une espèce de face intime qui est en fait un territoire, et on ne laisse pas rentrer les gens à l'intérieur de ce territoire-là. Donc là, il faudrait plutôt aller du côté d'Elias, d'un autre sociologue, pour comprendre comment s'est construit la subjectivité par, je dirais, une intériorisation des pulsions, une relégation d'un certain nombre de colères en soi, et une domestication d'un en dehors du social, on dira ça. La valeur sociale positive qu'une personne revendique, effectivement à travers la ligne d'action que les autres supposent qu'elle a adoptée au cours d'un contact particulier. Il y a, selon Goffman, une véritable quête de reconnaissance, un besoin de valorisation chez chaque acteur, qui va l'amener à mettre en avant les aspects de son identité les plus aptes à attirer la sympathie, l'admiration, l'estime, et à cacher les aspects qui peuvent être interprétés comme des défauts ou des faiblesses, l'apparence. En actualisant un rôle dans une interaction, il convoque alors l'autre dans un rôle complémentaire, le vendeur, le client, le professeur, l'étudiant, le médecin, le patient. Chaque acteur fait de la figuration, c'est-à-dire qu'il véhicule une image de lui-même telle que les autres l'attendent plus ou moins de lui, et si ces autres estiment qu'il ne s'en montre pas digne, il lui sera retiré. La face peut donc être remise en cause à chaque interaction. Le sujet a donc intérêt à tout faire pour préserver sa face quand elle sera menacée et à ne pas la perdre. Et ensuite, après, vous avez un certain nombre de rituels de sauvegarde de la face. Comment est-ce qu'on comprend ce rituel de sauvegarde de la face à travers l'exemple de collatéral ici? C'est tout simplement parce que à l'intérieur de collatéral, vous avez une relation qui se noue entre deux individus sur le mode le plus simple du client et du chauffeur de taxi. Et a priori, le client, le chauffeur de taxi, un trajet de A à B, payer, être sympathique à l'intérieur du truc, parler de la météo, pas rentrer trop dans des détails, protéger son territoire d'un côté et de l'autre. Ça, c'est important et c'est comme ça que ça s'inscrit. Et c'est comme ça que chacun pourra sauver la face. Le problème, c'est qu'est-ce qui se passe si vous lancez une chaîne de dons et contre-dons? Qu'est-ce qui se passe si vous pervertissez cette alliance initiale en rajoutant par la tentation un certain nombre de données secondaires? Par exemple, je vous donne $600 et vous restez toute la nuit avec moi parce que j'ai 5 courses différentes à faire. Que se passe-t-il quand le chauffeur de taxi qui a l'habitude d'une course payée accepte d'être payé sur un forfait, donc de voir les conditions juridiques de son alliance, de son union avec ce nouvel individu, être posées sur d'autres bases? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est ça qui est important. Et c'est ça qu'il faut voir, et c'est ça qui va lancer tout collatéral et qui va faire le génie de collatéral. Et ce qui est intéressant dans collatéral, c'est ce que vous retrouvez aussi dans, et ça j'espère pouvoir vous en montrer un extrait, c'est ce que vous retrouvez aussi chez Oshimi. Pour quelle raison est-ce qu'on retrouve aussi ça chez Oshimi? Ouais, salut. Mais je vais peut-être, à la limite, puisqu'il est déjà presque minuit, je sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être autant l'arrêter là. Je sais pas s'il y a encore je sais pas combien vous êtes. De toute façon, vous êtes peut-être 3, quoi. Je sais pas si vous voulez. Je sais pas si vous avez la pêche et que je continue ou si vous préférez qu'on arrête là et qu'on reprenne ça plus tard, quoi. Parce que moi, je suis chaud comme une baraque à frites, mais bon, je peux bien comprendre que, étant donné... Et puis, je fais exprès, hein, je prends mon temps, je trouve que c'est important à un moment ou à un autre aussi, de rentrer dans les détails, Alors, ce que je vous propose, c'est j'arriverai pas à arriver jusqu'à Freud, mais qu'au moins qu'on finisse cette petite partie-là. J'en ai pas pour longtemps. Et puis après, je vous laisse tranquille.
Chez Oshimi, il se passe la même chose. Ça veut dire que vous avez de la même façon que dans Collatéral, vous avez une perversion initiale du rapport marchand par quelque chose qui va l'outrepasser et qui va interdire à l'individu tout moyen de sauver la face. De cette même façon, dans Oshimi, vous allez avoir aussi une union entre deux jeunes gens qui va être construite sur une base qui va fatalement empêcher au premier de sauver la face et au deuxième de trouver l'échappatoire qu'il avait cherché. Qu'est-ce qui se passe chez Oshimi ? Chez Oshimi, vous avez toujours le même schéma. On est à Gunma, une petite ville au Japon, que vous connaissez bien si vous êtes fan d'Initial D. On est dans une petite ville japonaise au pied des montagnes. Donc c'est vachement important. Dans une cuvette, entourée de montagnes, qui est la ville d'Oshimi d'ailleurs. C'est la ville qu'il connaît bien. Et on a un individu, le petit garçon, qui est dans une situation de marginalité. C'est pas mal 25, non ? C'est cool ? Ouais. Non, je continue un petit peu, si ça vous dérange pas. De toute façon, vous faites ce que vous voulez, hein, je n'ai pas le moyen de... Et donc, qui est dans une situation de marginalité positive, en fait. Ça veut dire que il est embêté par ses petits camarades, mais le bout du tunnel arrive bientôt. Il est tristoun, mais il s'est construit sur un certain nombre de passions qui lui permettent de surnager un petit peu au-dessus de la médiocrité ambiante qu'il ressent, qui développe aussi une part d'hubris. Ouais, je sais que demain c'est lundi. Qui développe aussi sa part d'hubris, quoi. Merci. C'était hyper chouette, Kamen Rider, là. C'était cool, toutes tes remarques, quoi. Qui développe aussi cette part d'hubris et qui se retrouve en situation de... comment dire ? De profiter de ce petit piédestal qui s'est construit pour aller... Je suis pas assez connaisseur de Jojo, mais j'y réfléchirai. Et qui essaye de profiter de cette part de piédestal pour aller essayer d'explorer un petit peu plus avant. Qui se donne les moyens de jouer un peu son rebelle, quoi. Et c'est toujours un petit peu le cas. Dans Happiness, il rentre un petit peu plus tard le soir. Dans Marie, c'est une position de marginalité qui est cette fois-ci sous le sceau de la honte, quoi, qui effectivement lui offre de la liberté parce que il est complètement marginalisé socialement et que donc il peut traîner au combini à l'heure qu'il veut. Bref, il y a une espèce d'espace de liberté pour chacun des personnages d'Oshimi qui repose soit sur une marginalité positive, soit sur une marginalité négative. Et qui vont emmener ces personnages à une première rencontre. Une première rencontre qui est intéressante parce qu'elle s'appuie sur... C'est une première rencontre avec un personnage féminin, avec une petite demoiselle, qu'ils ont déjà fréquenté, sans arrêt ça. Dans les liens du sang, c'est une première rencontre du fils avec la mère. Dans Les Fleurs du Mal, c'est une première rencontre avec cette demoiselle dont il est tant amoureux. C'est tout le temps une première rencontre avec quelqu'un qu'on connaît déjà. Et quelque chose qui va sceller à la fois un contrat et en même temps une espèce de... comment dire ? Un double début. Un début déviant et un début sensible, amoureux, adolescent. Voilà, on dira, ça marchera toujours dans les deux sens. Les Fleurs du Mal, le début, l'acte originel.
Saeki, c'est la jeune fille dont il est amoureux. Regardez la tension de ce dessin animé, elle est extraordinaire. Regardez le travail de la rotoscopie, qui est bien plus passionnant que ce qu'on a pu vous mentir, quoi. Une merveille, franchement. Le dessin animé travaille beaucoup plus Baudelaire que ce que Oshimi travaille Baudelaire. Oshimi, il en a un foutre de Baudelaire. Il travaille pas Baudelaire. 何考えてるんだ俺。 Il résiste, hein. Il y a toujours une résistance du héros. Qu'est-ce que c'est sauver la face? Qu'est-ce qu'on lâche? Qu'est-ce qu'on abandonne? Qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on gagne? Don contre don. Mais dans un espace où c'est soi avec soi. L'espace perverti qui n'existe pas. On n'est jamais soi avec soi. Oui. Les affaires de sport de Saeki. 待って。待てって。ダメだって。 Chez Oshimi, l'événement original est toujours doublé. Toujours. C'est une tentation, un regard, une étreinte et du sang. Toujours. シャンプーの匂い。あ。 Ouais, complètement d'accord. Bah, la dialectique de la norme et de la déviance, de toute façon, est présente, mais de façon très originale. Acte originel? Non. Acte originel. Là. Là. Un petit message qu'il reçoit à l'école. Rejoins-moi à la bibliothèque après l'école. Ne t'enfuis pas. Ne t'enfuis pas. Oh, c'est génial, putain, c'est génial. Quelle merveille. Ça, je peux en parler des heures, quoi. La bibliothèque. Donc, gardez en tête à chaque fois. Hein. Marie, les liens du sang, enfin dans l'ordre, Marie, les fleurs du mal, Happiness, les liens du sang, à chaque fois la même structure mythologique. L'acte, la rencontre, le contrat, le piège. Il y a toujours un contrat, hein. Et même dans les liens du sang. Il y a un petit doigt de la maman qui sort de la porte. バラされてもいいってことだよね。違うんだって。逃げ野郎、クズネズミ。 Et là, la dialectique norme, déviance, est renvoyée à une dialectique faible, forte. 今日だって実するつもりだったんだ。佐伯さんにこれ返してちゃんと謝ろうって。あ、そう。え？ Le pacte. 春日君、許してやってもいいよ。 バラさないでいてやってもその代わり私と契約しよう契約そう私が春日君を許す代わりに春日君は大事なものを私に奪われる Don contre don. Être en dette. ちょっと待って意味わかんない春日君何話って La musique. 佐伯さん私これから事故で La あんまり première fois 時 qu'il 間ないんだけど l'a. ごめんね忙しいとこ呼び出して Le piège. 春日君が大事な話があるんだってえほら何
dialectique de la honte. ごめん La rupture de l'interaction. Le code qui ne peut pas s'installer. Et la merveille. La musique. 春日くんやるじゃん。思った通りのところに顔行ったね。 Non, Marie, c'est avant les fleurs du mal. ねえ、どんな気分？明日までにその気持ち作文にしてきてよ。春日くんは私と契約したんだ。 We are bound by our contract. Le fucking contrat chez Oshimi, le marquage de l'alliance, le pacte, la trahison chez Oshimi. Rompre le pacte, rompre l'alliance. Ouais, on pourrait en discuter longtemps de ça. Non, moi je pense que le Baudelaire a assez peu de place en fait quand on regarde bien à l'intérieur. Autant Odilon, comment il s'appelle, celui qui a fait les gravures, la gravure de la fleur du mal à l'intérieur des premiers ouvrages de Baudelaire. Lui, il a une influence sur Oshimi, quoi. Au niveau graphique, au niveau... Autant, si vous regardez bien, il y a un passage extraordinaire dans le dessin animé où il y a une relecture d'un poème des Fleurs du Mal à l'intérieur de la relation. Mais si jamais on considère... Ouais, désolé, je le saurais ça, je le sais pas parce que moi je l'entends très faible l'ordi, il faut que je baisse le son parce que vous l'entendez à plein tube. Et en fait, moi j'ai l'impression que la présence de Baudelaire à l'intérieur des Fleurs du Mal dans le bouquin d'Oshimi, parce que je l'ai lu et relu et je l'ai cherché dans tous les sens et je la trouve assez peu, quoi. Peut-être à la limite dans une inspiration romantique. Mais en revanche, le travail avec le poème lui-même, il est plutôt bien retrouvé là. Alors, Inati, il faudrait rentrer. Je pense que c'est pas le schéma qu'on retrouve à l'intérieur des premières œuvres du premier Oshimi. En revanche, les thématiques, on les trouve. Le poil, les poils, le fait de ne pas réussir à parler. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces passages douloureux dans les liens du sang, sur le fait de ne pas réussir à prononcer son nom, à parler, qu'on retrouvait déjà dans des premiers ouvrages d'Oshimi. Mais en revanche, à part peut-être celui un peu fantastique là, qui se passe dans un autre monde, sinon le schéma il n'est pas en place au début. On retrouve les succubes dans un des récits d'Oshimi, mais on retrouvera pas le schéma. Le schéma il se met en place avec Marie. Ouais, Flo, c'est Marie 1, les Fleurs du Mal 2, 3 Happiness et 4 les liens du sang. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il commence toujours le bouquin suivant à la moitié du bouquin d'avant. Redon, merci Odilon Redon. Voilà, je pense que là il y a une vraie influence de cette esthétique-là sur Oshimi, en fait, là, vraiment, peut-être plus encore que Baudelaire. Mais bon, franchement, honnêtement, sur Oshimi, j'aurais plein de... Là, je mettais juste en place l'idée de la face, en fait, chez Oshimi, et ça me paraissait important. Et cette idée de la face, vous le retrouvez chez Goffman, et notamment dans la lecture que Goffman fait d'une distinction chinoise, et c'est assez intéressant, et je voulais vous faire écouter ça. Si je retombe dessus, mais normalement oui, elle est facile à trouver, elle est là. C'est une conférence qui est très très intéressante, et je vais avancer un petit peu, et je voudrais vous amener sur... alors en gros, ce qu'elle explique, c'est que il y a deux types de faces, sauver la face, il y a deux types de faces. Oui, voilà, moi je suis d'accord avec Poun Poun. Voilà, je suis d'accord avec ça. Il y a deux types de faces, en fait, chez les Chinois. Il y en a une qui s'appelle le Nianzi, qui est liée à votre position sociale.
et donc du coup à votre situation dans la société, et vous allez rendre prévisibles vos comportements et entrer dans une logique de relation avec les autres en fonction d'une sauvegarde des attributs qui sont liés à votre place, c'est le Nyanzi, et le deuxième, le Liang, qui est beaucoup plus fondamental et qui est lié à un certain rapport global, moral au monde. Et vous pouvez vous retrouver dans une série de situations dans lesquelles vous avez l'incapacité en fait de sauver la face. Et je voudrais vous faire écouter la toute fin de la conférence qui me paraît essentielle à ce niveau-là. Individuel. Et que la face, donc la valorisation sociale de l'individu, existe à même la peau de l'individu. Elle ne vole pas dans un ciel surplombant, on ne saurait pas trop où il se situe. Donc je dirais que la mise en évidence de la dimension rituelle des interactions conduit Goffman à penser de manière à la fois fine et précise que la transcendance du social est certes de nature ontologique, donc la réalité du social dépasse celle de l'individu. La transcendance du social est également axiologique, la valeur du social excède celle de l'individu. Ah non, je me suis trompé, Flo. Bah désolé. Les fleurs du mal en 1 et Marie en 2. Ouais, désolé sur ça. Mais le social n'a pas d'existence extérieure aux individus. Donc on peut dire que c'est une forme de transcendance immanente. L'existence du social est immanente à la manière dont les agents vont se rapporter à la situation en mobilisant un cadre de compréhension normatif et collectivement partagé. Elle est immanente à leur personnalité. Donc il n'y a pas une superposition de plusieurs strates. Mais je dirais que par là même, il est conduit à proposer une vision plus complexe de l'ordre social que celle de Parsons, auquel il emprunte pourtant cette expression d'ordre social. L'immanence du social dans les attentes individuelles... J'avance un petit peu. ...articule dans ce qu'il nomme les rites de réparation. Rites de réparation qu'il analyse dans le chapitre 4 des relations en public. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on commet une offense à l'égard de la face de l'autre ? Quand on commet une offense à l'égard de la face de l'autre, quand on n'a pas respecté ses attentes, le fautif voit le doute jeté sur ses propres compétences sociales. Il risque de perdre la face. Et donc son activité va consister à montrer qu'il avait, sinon en réalité, du moins en intention, une juste relation aux règles. Et donc s'il a commis un impair vis-à-vis de l'autre, il s'agit d'un regrettable malentendu ou d'une erreur déplorable. Et donc dans cette perspective, il déploie un rite réparateur pour restaurer la face de l'autre et restaurer également sa propre face. Le rite réparateur a un spectre assez large qui court des justifications aux excuses. Il va permettre de raccommoder la relation intersubjective qui s'est rompue et donc introduire une forme de continuité dans l'ordre social. Si les rites de réparation sont initialement tournés vers la face de celui qui les déploie, si j'ai commis une bourde, ce n'est pas que je suis un acteur social incompétent, c'est simplement une erreur ponctuelle. Les rites réparateurs possèdent également un effet cérémoniel sur la face de l'autre. Donc, en fait, en restaurant sa face, on restaure également la face de l'autre. Et donc, ce qui est très intéressant dans les rites de réparation, c'est qu'on voit que l'ordre interactionnel se rétablit en l'absence de l'imposition de toute punition, de toute sanction extérieure, dans la mesure où les offenses se corrigent par un amendement spontané du fautif. Une face ne pouvant se maintenir si l'autre s'effondre, la régulation sociale prend nécessairement la forme d'une collaboration entre les agents et non d'une obéissance mécanique ou de l'imposition d'une punition par une institution. Dernier point important, si l'on dit que la perspective goffmanienne s'écarte d'un holisme strict, il ne faut pas commettre l'erreur inverse de dire que... La fin m'intéresse moins. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de considérer que la réciprocité des deux. Il y a un intérêt pour les deux individus de sauvegarder la face l'un de l'autre. Et si vous regardez, et je finirai pour ça pour aujourd'hui, si vous suivez Collatéral, vous vous rendez compte que dans Collatéral, le débordement initial va devenir une véritable chute libre et une série de dons et contre-dons et d'endettements d'un personnage sur l'autre qui vont devenir incapables de se passer l'un de l'autre. Tom Cruise, dans sa mission, dans ce qu'il est en train de faire, sans spoiler,
au début, a juste besoin d'être transporté d'un point A à un point B, puis d'un point B à un point C tout au long de la nuit. Mais, la nuit avançant, il va se retrouver dépendant du taxi, qui lui-même va se retrouver contraint par Tom Cruise de suivre ses caprices. Et ce qui est intéressant, c'est que les discussions à l'intérieur du taxi vont changer. La discussion à l'intérieur du taxi va devenir « Et ta mère ? Et ton père ? Est-ce que tu l'as détesté ?» Et l'impossibilité progressive pour le chauffeur de taxi de défendre son territoire. De défendre non pas sa face sociale, mais sa face intime. De défendre son moi. De défendre son espace de régulation. Et quelle va être la conséquence de ça ? Il va y avoir deux personnages qui vont se retrouver non plus à distance l'un de l'autre dans un rapport d'un self à autrui, mais dans un rapport où les deux vont mélanger leurs attributs, vont partager une expérience commune du monde, vont se mêler l'un à l'autre, vont devenir le double de l'autre. Et si vous voulez comprendre quelque chose à travers le pacte de la problématique de la gémellité du double dans la littérature moderne, il faut comprendre le rite d'interaction. Et il faut comprendre les déviances du rite d'interaction. Et il y a une scène absolument extraordinaire de Collateral, absolument géniale, dans laquelle le chauffeur de taxi se met à jouer le rôle de Tom Cruise, l'endosse, le fait sien, et les deux deviennent indissociables l'un de l'autre. Et là, vous vous rendez compte que du début à la fin, le personnage de Tom Cruise était Méphisto. Le personnage de Tom Cruise nous dévoile qu'il a été Méphisto au moment où il dit au chauffeur de taxi, qui sous la contrainte a dû devenir lui et a dû accomplir la mission de Tom Cruise à la place de Tom Cruise, a dû devenir son double, un double crédible, et a réussi à être un double crédible. Au moment où il re-rentre dans le taxi, Tom Cruise lui dit « j'avais parié à 9 qu'on me dise que tu n'aurais pas réussi. » Et là, à cet instant précis, vous êtes dans Faust. C'est quoi le génie de Faust ? Le génie de Goethe. Le génie de Goethe, c'est un pari entre le diable et Dieu. Et ça, je développerai la prochaine fois. Un pari. Et ce pari-là, il est à la base du pacte. Et ce pari-là, il va donner naissance à tous les kaiji du XXe et du XXIe siècle. Ce pari-là, il va donner naissance à la possibilité de scission d'un individu entre lui et Méphisto, la possibilité d'accueillir le diable, la possibilité de devenir le diable, la possibilité de la dialectique de l'ange et de Dieu, et de l'ange et de Lucifer. Et c'est ce qui va être présent, et c'est ce que Goffman ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que pour Goffman, il y a des rites de réparation, mais Goffman il travaille pas sur ce qui se passe au moment où le rite de réparation non seulement n'aboutit pas à une distinction d'un individu et d'un autre, mais aboutit en fait à une indétermination, à une confusion, à un estompement des contours entre les deux individus. Et là, vous vous retrouvez dans une dynamique du double, et dans une problématique qui n'est pas celle que la littérature fantastique type Dr. Jekyll et Mr. Hyde avait pensé, dans un autre type de dialectique, dans une dialectique où vous avez un individu qui fuit. Et cet individu qui fuit, cet individu qui a peur, cet individu qui est plus capable de tenir sa place dans la société, que ce soit les personnages de femmes chez Oshimi, ou le personnage de Tom Cruise dans Collateral, ou un certain nombre de personnages de bandits dans certains westerns, ils vont se retrouver à établir des pactes curieux, souvent malaisants, avec un individu tiers, et de ce pacte-là vont essayer de s'offrir ce que Maldinet appelle l'ouvert, de s'offrir une deuxième chance, un nouveau rapport au monde. Et c'est exactement en fait ce que va faire Sawa à l'intérieur des Fleurs du Mal, ou ce que feront tous les personnages d'Oshimi dans toutes ses œuvres. Le vampire veut se frotter à son traumatisme originel, à son abandon originel, et trouve dans le regard de ce jeune homme la possibilité peut-être d'un rachat, en tout cas la possibilité d'une poursuite de la route. Et cette possibilité-là, elle va définir quelque chose de l'ordre
de l'ordre du doute d'abord, puis de l'ordre du salut. Ce salut-là, il va falloir le forcer, il va falloir trouver une place. C'est un peu comme si... alors là, je vous renvoie à un certain nombre d'écrits qui sont relatifs à ce qu'en psychiatrie on appelle la Dasein-Analyse, qui essaye de penser à un nouveau rapport avec le patient. Et c'est comment est-ce qu'on... globalement, en fait, un patient psychotique, c'est un patient qui est noyé dans le saturé, où il n'y a plus d'événements. Ça veut dire que n'importe quelle chose qui peut se passer dans sa vie est ravalée au titre de réitération d'un trope, d'un motif traumatique originel. Donc c'est le cas de quelqu'un qui pourrait être paranoïde en fait paranoïaque et qui vivrait chaque élément qui se passe autour de lui comme nourrissant cette paranoïa. Et donc il faut à un moment ou à un autre ouvrir la possibilité pour Sawa d'aller de l'autre côté des montagnes de Gunma, la possibilité de déchirer le tissu social, la possibilité de vivre quelque chose d'autre, la fuite. Et le devenir diable du héros, il passe par la rencontre avec la femme aimée ou avec l'autre, susceptible de lui ouvrir un autre monde, de lui ouvrir la possibilité d'une fuite. Sayonara. Et la déception quand ça marche pas. Et la déception quand l'autre refuse de jouer le jeu. Et la déception quand la brèche est à nouveau comblée par le délire. Et là, et ça Goffman il pouvait pas le comprendre, là, la révolte. Et là, le contrat. Et là, l'angoisse. Et là, l'enthousiasme. Et là, la pulsion de vie. Et là, le plus grand morceau de toute l'animation. La danse. Être à deux. Plonger au fond du gouffre, en faire aussi à qu'importe. Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Et la réponse de Baudelaire à son âme. La réponse enfin. Où Anywhere but out of the world. Anywhere but out of the world. Le contrat, le pacte, c'est construire un monde en dehors du monde. Construire un monde à deux. Construire de la complicité. Ne plus être seul. Et déborder d'encre. Et danser. Encore plus. La révolte. Un deal est une transaction commerciale portant sur des valeurs prohibées ou strictement contrôlées, et qui se conclut dans des espaces neutres indéfinis et non prévus à cet usage, entre pourvoyeurs et quémandeurs, par entente tacite. Signe conventionnel ou conversation à double sens, dans le but de contourner les risques de trahison et d'escroquerie qu'une telle opération implique. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures d'ouverture réglementaires, des lieux de commerce homologués, mais plutôt aux heures de fermeture de ceux-ci. Le client. Eh bien, je vous propose l'égalité. Une veste dans la poussière, je la paie d'une veste dans la poussière. Soyons égaux, à égalité d'orgueil, à égalité d'impuissance, également désarmés.
souffrant également du froid et du chaud. Votre demi-nudité, votre moitié d'humiliation, je les paie de la moitié des miennes. Il nous en reste une autre moitié, c'est largement suffisant pour oser encore se regarder et pour oublier ce que nous avons perdu tous deux, par inadvertance, par risque, par espérance, par distraction et par hasard. À moi, il me restera en plus l'inquiétude persistante du débiteur, qui a déjà remboursé. Le dealer. Pourquoi est-ce que vous demandez, abstraitement, intangiblement, à cette heure de la nuit? Pourquoi est-ce que vous auriez demandé à un autre? Pourquoi ne pas me l'avoir demandé à moi? Le client. Méfiez-vous du client, il a l'air de chercher une chose alors qu'il en veut une autre, dont le vendeur ne se doute pas et qu'il obtiendra finalement. Le dealer. Si vous fuyez, je vous suivrai. Si vous tombiez sous mes coups, je resterai auprès de vous pour votre réveil. Et si vous décidiez de ne pas vous réveiller, je resterai à côté de vous dans votre sommeil, dans votre inconscience au-delà. Pourtant, je ne souhaite pas me battre contre vous. Le client. Je ne crains pas de me battre, mais je redoute les règles que je ne connais pas. Le dealer. Il n'y a pas de règles, il n'y a que des moyens, il n'y a que des armes. Le client. Essayez de m'atteindre, vous n'y arriverez pas. Essayez de me blesser. Quand le sang coulerait, eh bien ce serait des deux côtés. Et inéluctablement le sang nous unira, comme deux Indiens au coin du feu qui échangent leur sang au milieu des animaux sauvages. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Non, vous ne pourrez rien atteindre qui ne le soit déjà, parce qu'un homme meurt d'abord, puis cherche sa mort et la rencontre finalement, par hasard, sur le trajet hasardeux d'une lumière à une autre lumière. Et il dit, donc, ce n'était que cela. Le dealer. S'il vous plaît, dans le vacarme de la nuit, n'avez-vous rien dit que vous désiriez de moi et que je n'aurais pas entendu? Le client. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Et vous, ne m'avez-vous rien dans la nuit, dans l'obscurité si profonde qu'elle demande trop de temps pour qu'on s'y habitue, proposé que je l'ai deviné? Le dealer. Rien. Le client. Alors, quelle arme? Le pacte a une dimension fondamentalement érotique. Le pacte a toujours eu une dimension fondamentalement érotique. Le personnage du diable est érotique. Le personnage du diable est érotique. Il y a quelque chose de l'ordre de cette transaction. Il y a toujours quelque chose de l'ordre de la transaction érotique dans le pacte. Si on veut qu'il soit susceptible de donner de la révolte, il y a toujours ce quelque chose-là. Le rapport entre Faust et le diable est de l'ordre érotique. Le rapport entre Faust et le diable est entièrement présent, entièrement refermé par par le lien en fait qu'il peut y avoir entre d'un côté le Gretchen et de l'autre côté Faust. Faust, c'est celui qui est fatigué. Faust, c'est celui qui sait plus où il en est. Faust, c'est celui qui aimerait aller un petit peu plus loin, qui aimerait avoir encore du temps, qui aimerait savoir. Mais Faust, c'est aussi fondamentalement celui qui aimerait, qui a l'intuition, qui a une tension qui existe entre d'un côté son désir de savoir et de l'autre côté son désir de vivre. Et il le sait et il le sent. Et du début à la fin, Faust, c'est celui qui va être le lien entre l'Allemagne et la France, dans le contexte du 19e siècle. Entre Faust d'un côté, qui essaye entre Méphisto d'un côté, qui pourrait être assimilé
à l'esprit français, malin, torturé, mais dans le sens tortueux, en fait, susceptible d'utiliser la langue du serpent qui était méprisé dans la religion chrétienne, comme étant celui de la séduction, l'esprit vif, l'esprit calculateur, le pacte dans ce qu'il a d'économique. Et de l'autre côté, une espèce d'ancrage du côté d'un univers païen marqué par un érotisme. Et c'est cette tension-là qui va se réinventer sous l'échelle du Paris. Ce que Belladonna fait, c'est différent. Ce que Belladonna fait, c'est redonner le pacte à... c'est redonner... c'est livrer le pacte à l'érotique. C'est rendre le pacte à l'érotique. C'est rendre le pacte au conte. C'est rendre le pacte à cette part sombre. Belladonna. On interdit le double à Belladonna. Belladonna est coupée de son amant. Il y a de l'érotisme entre Isao et Marie. Un érotisme très très fort. Ça lag. La différence, c'est que le cri, le « j'ai peur », le « je veux vivre » était porté par le couple, par Takao et Sawa, par Isao et Marie. Alors que là, elle rencontre le double en étant coupée de l'aimer. Elle rencontre le diable en étant coupée de l'aimer. Et donc le pacte ne préexiste pas à la rencontre avec le diable. Alors que du côté de Collatéral ou du côté d'Oshimi, on avait le diable qui émergeait de la relation entre les deux. Là, dans Belladonna, le diable existe. Le diable est une extériorité. Le diable préexiste. Et donc une autre forme d'érotisme. Est-ce qu'on est dans une problématique de la tentation? Pas forcément. Une splendeur, Belladonna. Belladonna ne devient pas le diable, elle devient la sorcière. Et là, vous avez une autre vision du contrat, une autre vision du pacte. Qu'est-ce qui se passe quand l'individu est seul? Quand l'individu a été coupé de son espoir et que c'est pas un couple qui se mêle dans la dialectique du diable, mais que le diable existe. Et là, vous avez un autre rapport à l'érotique. Une autre alliance. Un autre monde. Belladonna. Belladonna, c'est l'histoire de la sorcière. Belladonna, c'est le pacte de Faust qui aurait oublié qu'il est aussi un pari. Et d'une certaine façon, il y a
du côté de Collatéral, du côté d'Oshimi, une dimension forte du pari. Il y a un est-ce qu'on va passer de l'autre côté de la montagne? On parie nos vies sur ça. On se met en danger. Le risque est important. Et je pense que le personnage central pour penser le pacte faustien aujourd'hui, le personnage qui a amené ça avec le plus de grâce, avec le plus de force, c'est le personnage de Kaiji. Je pense que c'est le personnage de Kaiji. Je pense que l'intégralité des œuvres qui ont essayé d'aborder l'érotisme du pacte comme étant une condition première et non comme étant une condition seconde de l'alliance, c'est donc des œuvres comme Belladonna, c'est des œuvres qui vont donner naissance à des sorcières qui seront écrasées par le monde. Mais en revanche, si jamais Kaiji forme un certain nombre de pactes dans des conditions différentes, avec des individus qui sont aussi pauvres que lui et qui font un pari sur lui, avec le monstre qui va pousser dans ses retranchements, sur lequel Kaiji va parier, en se disant je vais mettre en place mon stratagème parce que je sais que lui va le voir, parce qu'on est le même. Kaiji fait des nous. Kaiji construit des alliances avec le monstre ou avec le pauvre, dans l'intensité du jeu et dans le risque de la perte de la vie, sans arrêt. Akagi, un petit peu différent, parce que c'est la version aristocrate de Kaiji, Akagi parie du sang. Mais Akagi est là aussi pour pousser son adversaire, le monstre, à devenir aussi brillant que lui pour pouvoir faire un nous. Ces héros-là sont en quête d'un nous. La nouvelle alliance qui est proposée par la culture populaire, c'est celle d'un nous qui est formé sur un pacte qui risquerait de flirter avec le diable. C'est un flirt avec le diable. Le renouveau du pacte faustien dans la littérature populaire du XXIe siècle, c'est celle du pacte avec le diable par un érotisme au second degré qui amènerait la possibilité d'ouvrir des portes. Mais le désespoir est toujours présent et la plupart de ces personnages seront écrasés et emmèneront leur double dans leur chute et dans leur désespoir. Mais cet élan-là, ce vitalisme-là, cette pulsion de vie, elle est présente. Il y a une pulsion de vie chez Oshimi. Il y a une pulsion de vie chez Kaiji. Il y a un besoin de vibrer. Et il y a cette espèce de cri du cœur de la culture populaire, de ces œuvres-là, dans un monde qui est marqué par la morosité, qu'il ne faut pas oublier. Derrière la nostalgie culturelle de Ready Player One, vous avez des créateurs qui essayent de pousser une espèce de cri au milieu des fleurs du mal pour que peut-être du désespoir et du naufrage émerge une espèce de pli du monde, ce que la sociologue Florence Weber appelle une niche de vivabilité. Et peut-être que si on voulait être méta, ce que nous offre l'Alliance aujourd'hui, ce que nous offre le spectacle de ces pactes-là, c'est des niches de vivabilité précaires, provisoires, dangereuses, qu'il faut protéger, qu'il faut manipuler avec précaution, mais que peut-être il y a possibilité de faire germer une fleur du mal. C'était la première partie de ma présentation. Je voudrais après travailler dans une optique de qu'est-ce que c'est que la sociologie de la trahison et qu'est-ce que c'est qu'un groupe. Et là, m'appuyer plutôt sur notamment sur les films de Gionnito, sur les deux merveilles que sont Exilé et The Mission, pour comprendre ce qu'est un groupe et comprendre aussi à travers le cercle rouge de Melville ce qu'est un bouc émissaire et ce qu'est la restriction d'une communauté. Mais j'ai l'impression qu'on a fait un bon premier run, quoi. Ça manque de rigueur, mais j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qui me travaille en ce moment. Merci beaucoup, je suis très très touché que malgré mes milliards de soucis techniques, bon voilà, que j'ai réussi à vous proposer quelque chose, quoi. J'espère que ça vous donnera peut-être envie d'aller suivre cet itinéraire-là et peut-être qu'on a réussi à toucher du doigt la crucialité qu'il y a derrière ces sujets-là, en fait, quoi. La dialectique du jeu et du nous, le pacte, la vie sociale comme étant
un enchaînement du don et contre-don, etc. quoi. Donc voilà, ouais, je lirai ça, Poun Poun. Donc je vous remercie à tous vraiment d'avoir accepté de passer ce temps-là avec moi. Je suis désolé de vous avoir pris tout ce temps-là la veille d'un lundi, et j'essaierai de rendre ça régulier, mais le moins prenant possible pour vous. N'hésitez pas voilà, à me dire ce que vous avez pu en penser par l'intermédiaire de Twitter, notamment, parce que c'est peut-être le plus facile, quoi. Et je vous souhaite je vous souhaite à tous une jolie nuit, et je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné dans ce petit run, quoi. Voilà. En tout cas, j'ai dit beaucoup de choses très personnelles dans ce run. Voilà. Bah, je vous fais des bisous à tous et toutes, et je vous souhaite une jolie nuit. Merci beaucoup. Merci pour tout.